Nous sommes le mercredi 9 décembre 2020. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans les thermomètres de la RDC. Mais avant tout, nos excuses pour ce grand retard indépendamment de notre volonté. À l'Assemblée nationale, vous avez tout suivi, et qu'il y a eu installation du bureau provisoire composé du plus âgé et des deux cadets. En même temps, le bureau provisoire annonce une plénière le jeudi pour l'examen proprement dit de la pétition contre les bureaux au Mabunda. Pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau Jean-Serge Tchibin. Il est cadre du PPRD. Bonjour Tchibin. Bonjour Tacha Frère, merci pour l'invitation. Et je salue mon frère, le républicain, Phocas Koukelemena et tous ceux qui nous suivent à la maison. Voilà, comme vous l'avez dit, vous avez en face de vous Phocas Koukelemena, politologue de la République. Bonjour Phocas. Bonjour messieurs les journalistes, merci pour l'invitation. Je salue aussi mon co-débatteur, le juriste de la République. Oui. Et puis ceux qui vont nous suivre pour que nous puissions parler État. Voilà, un face-à-face que les téléspectateurs vont certainement aimer. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous dans le thermomètre de la RDC. Comme je l'ai annoncé, nous vivons une tension politique parce que le divorce est consommé entre le FCC et le CACH. À l'Assemblée nationale, il y a une pétition contre le bureau au Mabunda, pas seulement contre l'honorable Mabunda, mais contre tout le bureau, parce que chaque membre est concerné. Alors, nous allons commencer par Jean-Serge Tchibin. Est-ce que vous pouvez nous faire d'abord une lecture de ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Je ne veux pas aller loin. C'est vrai qu'il y a quelques images et que la réalisation va nous donner après, au moment opportun. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre lecture. Merci. Par rapport à cette question, nous disons que tous ceux qui nous gèrent aujourd'hui, surtout le frère avec qui nous sommes en partenariat du CACH, ont toujours tenté d'avoir une majorité. Et ils ont toujours tenté, cherchant d'avoir une majorité, de monter une crise de toutes pièces, une crise artificielle, pour effectivement amener la population et tous ceux qui nous suivent, qui auraient une crise persistante, enfin, que le chef de l'État puisse avoir une certaine possibilité de faire une réqualification de cette majorité. Mais pour l'histoire, ceux qui nous suivent en ce moment savent que les députés du FCC ont été lynchés, tabassés par deux militants du CACH. Les sièges de l'Assemblée nationale a été plusieurs fois pris en assaut par le même militant. Et c'était tabassé à quel moment? Puisque moi, je vous rappelle que j'étais hier. Ça, c'est de l'histoire. Ça, c'est de l'histoire, oui, allez-y. Quand Kabouya passe sur certains médias, à l'époque où il appelait nos députés, des députés nommés, ils ont fait même une chanson. Boma député, Tika policier. Ils ont tabassé des députés. Il y a même un député du FCC qui a trouvé la mort à cause de cette barbarie. Mais aujourd'hui, chose étonnante, les mêmes députés nommés, tabassés hier, lynchés hier, aujourd'hui, tous ces députés sont convoités pour constituer, entre guillemets, une majorité qu'on appellerait union sacrée. C'est de la politique. C'est de la politique. Si les gens veulent se constituer une majorité à tout prix, j'aimerais bien que les gens puissent respecter les principes. Selon vous, le principe n'est pas respecté? Le principe n'est pas respecté. Nous sommes aujourd'hui dans une république où tout passe par les forcings. Tout passe par le biceps. Mais hier... Je peux vous donner les cas. Oui, allez-y. Précis. La crise dont on parle ici,
même quand le chef de l'État fait allusion, oh non, parce que le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat aurait refusé ou avait refusé de prendre part à l'installation des juges, et de ces faits-là, ce fait constitue un refus et qui a créé cette crise entre les premiers ministres, chefs du gouvernement et l'Assemblée nationale. Alors que la crise qu'on parle ici n'est pas dans ces contextes-là. Et quand vous prenez l'article 28, il est clairement dit que personne ne peut obéir à un ordre manifestement illégal. Tout a été fait, comme je t'ai dit en amont, pour prouver à l'opinion effectivement qu'il y a crise. Il n'y a pas une crise. Le chef de l'État a aussi dit des choses lors de son discours pour dire à la face du monde que 2 ans durant, pour qu'on en arrive ici, c'est l'FCC ou c'est le partenaire qui a mis les bâtons dans le roue pour que rien ne puisse se faire. Mais je crois qu'en évoluant dans cette émission, nous allons démontrer, noir sur blanc, que le FCC n'a jamais constitué un blocage pour le chef de l'État, oui, et que cette majorité qu'on convoite, qu'on cherche à convoiter aujourd'hui, cette majorité a été taxée de tout le monde par le même partenaire. Alors, et qu'aujourd'hui, s'ils veulent se constituer une majorité, s'ils veulent la tête de Mabunda, les choses doivent se faire dans le respect des textes et le respect des normes. Ça sera l'état des droits, ça sera une république qui se veut démocratique, ça sera justice. Mais si tout doit passer par les biceps, tout doit passer par les forcings, ça ne sert à rien de nous appeler République démocratique du Congo. Alors, Phocas Kukelemena, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment de la politique. Est-ce que, théoriquement parlant, vous pouvez illustrer la situation qui se passe aujourd'hui en RDC? Bon, quand vous vous dites c'est vraiment de la politique, oui. Bon, moi je me retrouve dans un concept ambigu quand vous vous présentez ce que nous vivons comme c'est de la politique. Alors comment vous déjà, vous présentez? Moi je suis politologue, nous ne définissons pas la politique, tous ces mouvements de barbarie. Non, la politique, oui, c'est la gestion rationnelle de la cité. Donc ce qui se passe pour vous, politologue, c'est de la barbarie. C'est de la barbarie. C'est de la barbarie. Qu'est-ce qu'il y a de gestion là-bas? Il y a rien de gestion. Pour gérer une cité, il est question de pouvoir résoudre, solutionner les problèmes de la cité. Mais les chefs cherchent à trouver des voies et moyens pour solutionner. Voilà. Malheureusement, quand vous cherchez à solutionner par la barbarie, oui, vous ne résolvez pas les problèmes, mais vous créez encore des problèmes. Et ça, ce n'est pas la gestion de la cité. La gestion de la cité, c'est pour créer la paix sociale et la richesse à partager dans la communauté. C'est ça la gestion de la République. Mais ici, je vous concède parce que vous avez votre manière de concevoir la politique. Tout ce qui est mensonge, c'est ça la politique. Tout ce qui est escroquerie, c'est ça la politique. Tout ce qui est moins sérieux, c'est ça la politique. Non. La politique, c'est la science par excellence pour la gestion rationnelle d'une cité et surtout dans un contexte de la cité moderne. Et cela a fait preuve partout ailleurs. Quand vous allez en France, vous allez en Angleterre, vous allez aux États-Unis, et ils se servent de la politique comme instrument pour développer et gérer en paix ces sociétés-là. Ce n'est pas du n'importe quoi la politique. La politique, c'est l'art par excellence pour résoudre les problèmes et non créer des problèmes. Alors, mais ici, allez-y, souffrez que je puisse aborder de la même manière que mon co-débatteur qui vous présente les problèmes auxquels ils sont confrontés, eux, c'est des CACH et c'est des FCC. Mais ici, parce que nous voulons faire l'analyse. L'analyse, sa beauté, c'est quoi? C'est de pouvoir expliquer les causes de chaque chose. Il faut tracer les liens entre le fait observé et leur cause originelle.
pour comprendre pourquoi nous sommes là. C'est ça, au fait, qui justifie ma présence ici. Vous savez, la République est gérée par des règles, des normes, des principes, toute une doctrine. J'ai toujours répété, les jours qu'on va essayer ça, et on n'aura plus de problèmes. Je crois que aujourd'hui, Tchibin est en train de parler de forcing. Il est en train de parler de la violation. Il est en train de parler de tout sauf la gestion de la République. Mais est-ce qu'il peut se rappeler? Est-ce qu'il peut sonder l'histoire pour savoir d'où viennent tous ces mots? Moi, je vais l'aider à comprendre d'où viennent ces mots. C'est parce qu'à un moment donné, son régime a voulu les forcing. Et ce que l'on sème, c'est ce que l'on récolte. C'est ce que l'on récolte. L'FCC récolte ce que... Effectivement. Qu'est-ce qu'il y a eu comme forcing? Qu'est-ce qu'il y a eu comme violation? Je vais aller démontrer. Dans les factuels, pas les supputations. Il y a eu un moment, il a plu au FCC un régime qui était en place, en train de nous gérer. Ils ont décidé de faire le forcing, de publier les élections sans afficher bureau par bureau. Voilà un forcing. Voilà une violation. Et dès ces faits, ces genres d'élections, une parodie nous a pondu les institutions actuelles. Et ces institutions, aujourd'hui, est en difficulté, en panne d'imagination de la gestion de la République. Parce que produit d'une élection bâclée. Organisée par les FCC. Voilà. C'est ça le vrai problème. Ils parlent de violation. Mais je vous rappelle qu'ils ont violé la loi. Mais je vous rappellerai encore que dans ces mêmes régimes, ils ont accompagné la violation de la loi et ils ont acclamé cette violation de la loi. C'est quoi? L'article 78 a été violé par cette coalition. Il le sait. Nous sommes dans les factuels, dans le vrai, les palpables, les communicables, les démontrables. Nous n'allons pas naviguer en vue. Il est arrivé que les élections bâclées n'ont pas permis qu'aucun regroupement, aucun parti politique aille à présenter une majorité absolue pour nous amener à former un gouvernement. Ils n'ont pas désigné d'informateurs. Mais non! Ils sont passés. Ils se sont coalisés pour faire les forcing encore une fois. Ils se sont coalisés pour violer ensemble. Et ce genre de violence qui leur permettait à mettre un premier ministre de leur camp était une bonne violation. Mais aujourd'hui, ça devient... Ah voilà! Ils ont appris à ces systèmes qui entraient de commencer à violer. C'était la première violation. Et ils ont acclamé cette violation. Alors ceux qui entraient, ils ont trouvé, oh, mais ça c'est notre moyen de vivre, notre marque. Ça n'a pas tardé. Ils ont violé encore pour mettre un programme de 100 jours. Et dans toutes ces violations-là, cela ne cassait pas la baraque. Mais dès lors que le régime actuel a compris qu'il faut aller violer même pour nommer leur cour constitutionnelle, ils ont compris qu'il faut résister contre la CENI. C'est alors que le problème commence. Le problème n'a pas commencé à cause des violations, mais à cause des violations sur la Cour constitutionnelle et la CENI. C'est là où maintenant la guerre a commencé. Alors, pourquoi? Parce que ici, lui il dit que la crise en réalité fabriquée par FCC et Cash, c'est une crise voulue, une crise stratégique. Je suis d'avis avec lui. Pourquoi? Pour des raisons de positionnement pour les élections de 2023. Alors, les Cash, dans la stratégie, a compris, parce qu'il s'agit des élections 2023, il faut se positionner par rapport à ces deux institutions qui disent les élections. Alors, commença la crise. Mais la vraie crise, je vais atterrir par là, elle existe. Laquelle? La crise économique.
est une réalité. Que ça soit Cash, que ça soit FCC, ils le savent. Aucun d'eux ayant un programme ou pas, personne ne pourra résoudre les problèmes des citoyens congolais pour qu'en 2023, qu'ils se présentent avec un bilan afin qu'ils soient reconduits. C'est pourquoi, ayant compris cette faiblesse de la manque de finances de l'économie qui est en berne, alors ils se sont lancés dans une guerre politique pour les positionnements. Les uns diabolisent les autres pour la violation et les uns diabolisent les autres pour le blocage des politiques publiques. Alors, en réalité, c'est ça le décor. Sincèrement, j'attends que mon co-débatteur puisse me démontrer que j'étais à côté de la plaque. Alors, Tchibin, Phocas a démontré ici que le FCC n'a récolté que ce qu'il a sémé, puisque selon lui, la violation de la Constitution a commencé avec le FCC. Mais j'aimerais que nous puissions commenter également les violences qu'il y a eu hier à l'Assemblée nationale. J'étais personnellement présent et j'ai vu comment la scène a commencé. Il y a eu d'ailleurs, je rappelle, 2 blessés graves côté UDPS que j'ai vu personnellement puisque j'étais là sur place. Est-ce que vous avez un commentaire? Vous, en vous entendre parler, c'est plutôt le Cash qui était en train d'attaquer les FCC. Mais ce que j'ai vu là-bas, c'était un affrontement direct entre les deux personnes, entre les deux mouvements, allais-je dire. Bon, ça c'est un faux débat pour moi. Parce que quand le Cash attaquait nos députés, quand un député du FCC est mort, oui, je ne vous ai pas vu en train de commenter cela, mon frère Merveille. Je n'ai pas vu les journalistes condamner des actes barbares de nos frères de Cash et plus précisément de l'UDPS. Ça, on n'a pas vu. Quand l'UDPS a violé plusieurs fois le siège ou l'hémicycle de l'Assemblée nationale, personne n'a condamné en tant que journaliste, en tant que républicain. Vous n'avez pas condamné. Mais aujourd'hui, nous avons tout compris maintenant que nos frères du Cash sont sortis sur les rails démocratiques. Ils veulent nous amener dans une république des biceps. Mais qu'est-ce que vous voulez? Comme nous sommes en train de sortir sur le champ démocratique, sur le champ des textes, nous sommes maintenant dans un champ d'affrontement. Donc, le texte permet à une société d'évoluer. Le texte permet de mettre tout le monde à l'aise. Mais quand vous sortez de ces contextes-là, vous devenez de personnes qui posent des actes parce qu'il faut faire un forcing. Et ceux-là avec qui vous gouvernez, ceux-là qui se sentent ou qui se sentiraient lésés, ne vous laisseront pas évoluer. C'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Maintenant, en tant que nationaliste, en tant que républicain, ce ne sont pas des actes à encourager. Parce que de pareils actes ne favorisent pas un climat de paix, un climat qui puisse permettre, par exemple, aux investisseurs, qui puisse permettre à tous ceux qui ont de capitaux pour venir investir ici. Donc, c'est une situation qui ne profitera à personne. Mais maintenant, je vais essayer de répondre ou rencontrer mon frère que j'aime beaucoup, Phocas Kokelemeno. Phocas m'a brandi l'article 78 de la Constitution. Et je l'ai bien suivi, il me dit que les FCC n'avaient pas ou avaient applaudi à l'époque où on n'avait pas nommé un informateur. Tout à coup, on a nommé un premier ministre et nous, on était tranquilles, on n'a rien dit. Mais ici, s'il faut condamner une personne, on va condamner qui? C'est le chef de l'État. Ah bon? C'est le chef de l'État qui a fait, dans plusieurs discours, qu'il n'y avait pas l'intérêt de nommer un informateur parce que la majorité, elle était connue. Elle était du côté des FCC. Avant même qu'on puisse faire cet accord de gouvernance commun entre FCC et Cash, le FCC avait déjà sa majorité. Ça ne servait à rien qu'on puisse nommer un informateur. Mais aujourd'hui, le FCC n'a presque plus sa majorité. Allons mollo. Nous, condamnés ou pas, nous avions pris acte. En ce moment-là, si le FCC avait haussé les tons, on nous dirait que
où on nous taxerait des gens qui veulent bloquer les chefs de l'État, parce que les chefs de l'État étaient pressés de mettre sur pied un gouvernement afin que ce gouvernement travaille pour la population. Nous avons pris acte. Mais nous avons évolué avec les chefs de l'État, avec nos frères du cash. C'est là où je vais démontrer noir sur blanc à Focas que le FCC n'est pour rien. Il parle de cette première violation. Mais la deuxième violation, la plus grave, quand nos frères du cash ont mis sur pied un programme qu'on appelait programme du chef de l'État, programme de 100 jours du chef de l'État, mais le FCC n'avait pas pris part à la constitution de ces programmes. Programme d'urgence, il faut programme d'urgence, je le souligne, programme d'urgence du chef de l'État. Le FCC n'avait jamais pris part. Le FCC avait dénoncé que ce programme bloquerait la République. Ce programme est un programme anticonstitutionnel qui viole les textes de la République. On ne nous a pas écoutés. Mais on a vu le Premier ministre être présent pendant le lancement de ce programme. Laissez-moi évoluer, je vais répondre. Question après question. On ne nous avait pas écoutés. Et en ce moment-là, le FCC a été diabolisé. Oh non, voilà, le FCC ne veut pas accompagner les chefs de l'État dans ces programmes et qu'ils sont là pour bloquer les chefs de l'État. Ils sont partis présenter ces programmes à limiter sous le bois. Ils ne se sont pas arrêtés là. Dans l'exécution du programme, ils ont octroyé des marchés de gré à gré à Djamal. Le FCC n'était pas là. Mais aujourd'hui, Djamal est en prison. C'est dans son cabinet. Mais Djamal est en prison. Allons, mollo, mollo. Je vais vous démontrer que le FCC n'est pour rien. Ils ont fait des décaissements en procédure d'urgence, ne respectant pas les principes ça concerne en matière de finances publiques. Le FCC n'était pas là. Ils sont partis construire les sauts de moutons, ne respectant pas les normes de construction. Le FCC n'était pas là. Ils sont partis construire les maisons préfabriquées. Le ministre, je crois, de l'urbanisme et habitat aujourd'hui a fait un rapport que ces maisons ont été construites sans le moindre étude du sol. Le FCC n'était pas là. Mais maintenant, dire que le FCC avait parrainé ou avait cautionné excusez-moi, la violation de la Constitution et que cette violation a permis à nos frères du cash d'exceller dans la violation de la Constitution, nous disons non. Mais la violation de la Constitution ou la violation des textes des lois de nos frères du cash ont commencé dans leur parti. Je vous donne un cas précis. L'UDPS a des statuts qui ne respectent pas. Des statuts qu'on bafoue jusqu'aujourd'hui. Je vous apprends, les titres autorité morale dans les statuts de l'UDPS n'existent pas. Les titres du président AI dans les statuts de l'UDPS n'existent pas. Les titres de secrétaire général AI dans l'UDPS, ça n'existe pas. Mais est-ce qu'à l'UDPS, on parle d'autorité morale? C'est plutôt au FCC qu'on parle d'autorité morale. Les chefs de l'État est qui par rapport à l'UDPS aujourd'hui? Non, mais l'UDPS n'a jamais parlé d'autorité morale. On morale. parle de l'autorité morale du cash. Ou de l'UDPS. Ça, c'est un concept purement FCC. Non, non, un concept purement FCC, mais c'était dans le texte de FCC. Kabila, à l'époque, quand il fut président, il était initiateur du PPRD. C'était conforme au statut du PPRD. Aujourd'hui, Kabila est président national du PPRD. C'est conformément au texte du parti. Mais maintenant, je suis en train de réfléchir comme Focas. Si les gens n'arrivent pas à mettre sur pied, à respecter leur propre statut, tu penses vraiment qu'ils seront prêts à respecter la Constitution? Parce qu'il y a des gens comme les Liaou, il y a des gens comme mon grand-père Mwankiem, il y a des gens comme les Kibasa, qui ont transpiré pour mettre sur pied ces statuts-là. Qu'aujourd'hui, Kaboun et Kabouya sont en train de bafouer. Ces gens-là ne respecteront jamais les textes de loi. Et voilà, leur logique, leur schéma est clair. Il faut que nous puissions évoluer dans une république où les textes des lois sont bafoués. Je peux vous donner 2 ou 3 cas, je vais chuter par là, pour qu'enfin que je puisse évoluer. Nous sommes ici dans ce pays. Quand le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, quelqu'un qui est censé maîtriser le loi de la République dans son domaine, va s'insurger dans un dossier qui ne le concerne pas, par exemple, du grand marché ici, qu'on appelle communément Zando.
une matière exclusive par rapport à la loi portant principes fondamentaux de la libre administration de province. Personne ne dénonce, même vous, Merveille. Non, non, mais le vice-premier ministre de l'Intérieur est quand même au niveau national. À tout moment, il peut intervenir. Non, non. Ici, la République a prévu les textes. Parce que je suis en face de quelqu'un qui aime les textes. Oui. Et qui aime que ces textes soient exécutés. La République a prévu que le pouvoir soit structuré au niveau national et au niveau provincial. Mais que le niveau provincial rende des Merci comptes au beaucoup. niveau national. La même constitution a prévu. Il y a même une loi organique. La loi, je crois, du 27 ou 28 juillet, dont je vous parle ici, sur le principe fondamental de la libre administration de province, qui a donné les matières spécifiques aux provinces. Et que dans ces matières-là, le gouvernement national ne peut intervenir. Mais parce que ces le rapport doit venir, quand il doit arriver. Le rapport a toujours été là, les rapports ont toujours été envoyés. Mais si le vice-premier ministre va là-bas, c'est parce qu'il n'a pas certainement le rapport. Non, non, il n'est pas il avait les rapports. Ou il n'est pas satisfait du rapport. Non, non, ce n'est pas à lui. Le vice-premier ministre n'est pas l'autorité du tutelle du gouverneur. Le gouverneur répond devant l'Assemblée provinciale, non pas devant le vice-premier ministre. Alors, les actes du gouverneur sont sanctionnés par l'Assemblée provinciale. Si l'Assemblée provinciale n'était pas informée, si l'Assemblée provinciale n'était pas avec le gouverneur dans cette démarche-là, le gouverneur aurait été déjà rappelé par l'Assemblée provinciale. Permettez que la parole circule. Je vais maintenant donner un autre cas. Non, non, terminez avec ça. Oui, je vous donne un autre cas, qui est devenu une jurisprudence. Le même vice-premier ministre Kankonde, vous allez à Maïndomé ici. Il y a un gouverneur qui a démissionné de son propre équipe. Quand on a refusé que ce gouverneur démissionne. Vous allez au Kwango. Ici maintenant, j'ai un autre dossier. Le ministre de la Santé, Eteni Longondo. Eteni Longondo vient faire quoi? Qui a très mal géré la crise de Covid. Oui. Vient de nommer un comité de gestion à la tête d'une structure hospitalière provincial. Provincial, tout à fait, nous sommes dans la au décentralisation. niveau de Mama Yemo. Oui, oui. Et cet hôpital a bénéficié d'une ordonnance pour devenir une institution hospitalière provinciale. L'ordonnance ou le décret loi du 27 juin 2002, décret portant dissolution d'un établissement public dénommé hôpital, dénommé HMY, ordonnance du président de la République. Aujourd'hui, Eteni Longondo a bafoué cette ordonnance pour nommer par un arrêté ministériel un comité de gestion à la tête des structures. Vous avez l'arrêté là? J'ai l'arrêté. Voilà, si vous pouvez montrer. Donc, l'arrêté créant Mamaem comme une institution financière à caractère provincial est là. Si Eteni Longondo pense que cet arrêté peut être modifié et qu'aujourd'hui, parce que Ngobila est en train de transformer cet hôpital en dotant à cet hôpital à la morgue de frigo neuf qui permettent aujourd'hui que l'hôpital puisse évoluer, en construisant des finanariums, Jantini Ngobila est en train de chercher le moyen pour qu'on puisse rétablir, qu'on puisse rénover cet hôpital. Et comme Eteni Longondo est très allergique avec les chiffres, voilà, il vient de nommer maintenant un comité de gestion pour s'accaparer de cet argent. Mais nous disons, ça ne passera pas. Alors, parce que nous sommes dans une république qui se veut démocratique. Et dans une république qui se veut démocratique, les textes doivent être respectés. Toutefois, la neutralité voudrait qu'on prenne également le camp Eteni Longondo. Nous allons le faire pour toujours créer de l'équilibre. Alors, Focas Kukilemena, je sais que vous avez beaucoup écouté et je sais que ça vous a donné beaucoup de matière pour réagir. Alors, aujourd'hui, nous sommes face à une crise. Il y a une crise. C'est vrai qu'il n'y a pas une crise entre le Parlement et le gouvernement, mais est-ce que ce n'est pas ce que le chef de l'État ce dont le chef de l'État a besoin pour finir par l'option dissolution de l'Assemblée nationale, parce que selon la Constitution, il ne peut le faire que lorsqu'il y a une crise persistante entre le gouvernement et le Parlement. Ok, il y a un fait à observer. Que, oui. Mon ami, mon co-débatteur d'aujourd'hui, n'a pas été celui qui me rencontra dans la contradiction
quand je démontre que le péché originel, c'était leur comportement vis-à-vis de la République. Et aujourd'hui, mollo, ils sont en train de récolter ce qu'ils ont sémé. Pourquoi? J'ai démontré les forcings, j'ai démontré l'anarchie, j'ai démontré des violations. Et aujourd'hui, quand ils parlent de violations, effectivement, ça peut être une réalité. Mais moi, je trie que parce qu'ils se sont coalisés pour commencer à violer ensemble d'entrer le jeu, l'article 78, mais quoi de plus normal? Parce qu'ils ont applaudi cette façon de faire. Lui vous dit ici, nous n'avons pris que acte de cette violation. Nous n'avons pris que acte de cette violation. Pourquoi? Parce que cela a amené de l'eau à leur moulin. Et la République ne se gère pas comme ça. Il a fallu nécessairement, si vous étiez des républicains, de pouvoir condamner cette violation au lieu d'en prendre acte. Et parce que cela était pour votre intérêt, vous aviez estimé que c'était avantageux qu'on l'on viola. Mais aujourd'hui, ça vous rattrape. C'est pourquoi j'ai dit, la cité moderne ne peut pas être gérée ainsi. Ce sont des règles, ce sont des textes qu'il faut respecter. Aujourd'hui, je crois que c'est un problème que vous devez assumer. Mais quand on parle de la loi, il faudrait le savoir que notre loi mère, la Constitution, a beaucoup d'insuffisances. Parce qu'on vous parle d'une crise persistante. Mais nulle part vous trouvez dans la Constitution la définition de cette crise persistante. Nulle part. C'est une insuffisance. Et quand le chef de l'État veut vous définir la crise persistante selon lui, n'ayant pas trouvé les cadres définitionnels dans la loi mère, lui, il fait la démonstration de la désobéissance du Parlement vis-à-vis à la cérémonie de la prestation de serment du juge de la Cour constitutionnelle. Et il appelle ça une crise persistante. Mais ici, il faut savoir une chose. La politologie définit une crise persistante dans le contexte de l'Assemblée nationale et le gouvernement comme une crise de l'ingouvernabilité. Les capacités de ces institutions qui ont en charge les prérogatives de pouvoir résoudre les problèmes des citoyens. C'est ça la crise persistante. Parce que le gouvernement a la mission, ensemble avec l'Assemblée nationale, l'un se présente comme l'autorité budgétaire, l'autre comme l'exécutif, afin de résoudre les problèmes des citoyens. Dans la configuration actuelle, cette crise-là de l'ingouvernabilité est un fait. C'est un fait. Parce qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Les citoyens sont en train de croupir dans la misère. Donc il y a une crise. Non, il y a une crise persistante, mais qui n'est pas normalement définie dans la logique du chef de l'État. Ici, la crise persistante est définie politologiquement comme une crise de l'ingouvernabilité. Et l'ingouvernabilité, c'est l'incapacité de répondre aux desiderata des citoyens. Ça, c'est l'approche politologique. Vous pouvez interroger n'importe politologue, il vous dira, il vous définira cela comme cela. Dès lors que le gouvernement qui est l'exécutif ne parvient pas à résoudre les questions des citoyens et que le contrôleur qui est l'Assemblée nationale ne parvient pas à sanctionner ceux qui sont censés à résoudre les problèmes, ça c'est une crise. Et cette crise, c'est la crise de la gouvernabilité. Voilà pourquoi l'on dit que les chefs de l'État, comme arbitre maintenant, Oui. lui, il doit voir ça, que le souverain, le détenteur du pouvoir, qui a envoyé ses représentants, n'ayant pas la capacité de pouvoir répondre aux desiderata, lui, l'arbitre, lui, le mandaté, constate cela, et c'est pourquoi il a ses prérogatives de pouvoir dissoudre le Parlement
Par conséquent, le gouvernement va tomber. C'est une punition collective par l'arbitre. Mais ici, oui. ici, moi je vous donne les principes. Je ne vous parle pas d'un cas isolé de la République démocratique du Congo parce qu'ici, on ne respecte pas la doctrine. On n'applique pas les principes et les normes, les règles. Ici, on fait selon les Hymères. Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut-il dire que cette crise, cette définition que le chef de l'État a donnée est une définition qui cadre? Ou bien ils sont dans leur logique de forcing, ils sont dans leur logique de l'anarchie? Et même si l'on allait dans l'approche, parce que tu vas chercher de nous sortir du cadre de notre débat. Ici, notre débat, c'est parler de l'informateur, c'est parler de la dissolution, c'est parler de l'anarchie au palais du peuple. Mais il nous amène dans un terrain de l'IDPS. Non, pour rien. Ici, quand on parle de l'informateur, c'est le souhait du chef de l'État actuel. Il dit, il doit nommer l'informateur. Mais allez-y dans les principes, dans les normes. Dans la cité moderne, dans une configuration d'un parlement qui nécessairement est la machine qui engage un premier ministre pour la gouvernance, il est vrai que l'informateur peut être nommé à tout moment. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale n'évolue pas en circuit fermé. L'Assemblée nationale a des vibrations internes et des vibrations externes. Il y a des causes endogènes et exogènes qui font vibrer cette institution pour qu'il y ait changement de tendance. Déjà, par le fait qu'il y a une ouverture vers les souverains qui est à même de pouvoir donner des vibrations, on appelle ça en politologie les inputs qui quittent le souverain vers cette institution-là. C'est pourquoi tu sais qu'il y a des vacances parlementaires qui consistent à quoi? À permettre aux représentants d'être en contact avec les souverains qui donnent des matières qui seront débattues lors des plénières afin de pouvoir modifier la gestion de la République. Et cela peut aussi influer. En d'autres termes, il y a aussi des vibrations internes qui font que dans la gestion quotidienne, que l'on trouve que les détenteurs du mandat du peuple se retrouvent en porte-à-faux. Pour beaucoup de raisons, parce que le temps nous fait défaut, pour motiver la nomination d'un informateur. Mais ici, il faut souligner, l'informateur ne peut pas être nommé par un président de la République par le fait de rumeurs. L'informateur doit être nommé pour avoir constaté qu'il n'existe aucune majorité qui peut se prévaloir détenteur du pouvoir pour engager un premier ministre. Alors l'acte nommant l'informateur est signé par qui? L'acte nommant l'informateur doit être signé par le président de la République, contre-signé par le premier ministre. Et vous pensez que le premier ministre va contre-signer l'acte? Nous sommes dans les principes, nous sommes dans les normes, ce que dit la loi et ce qui doit être fait. Mais la politique, c'est quoi? La politique, c'est ce qui est. Oui. Et la politologie, en côté du juridisme, c'est ce qui devait être. Mais ici, le chef de l'État, déjà en porte-à-faux avec le Premier ministre, si nous sommes dans cette configuration, il sera bloqué parce que l'acte nommant l'informateur ne sera pas contresigné. C'est ça aussi le vrai problème. Quand vous lisez l'article 79, vous verrez la problématique. Quand vous lisez l'article 78, vous trouvez que certainement nous sommes en train de nous enfoncer encore de blocage en blocage. Alors, mais ici, ce qu'il faut retenir, je vais atterrir par là pour dire ceci. L'informateur jusqu'aujourd'hui, j'ai parlé avec ces Cash qui soutiennent les chefs de l'État dans leur démarche, ils disent qu'il a raison de nommer. Moi, j'ai dit aussi, oui, il a raison de nommer. Mais quel est l'élément qui le puisse à nommer? Or, jusqu'à la preuve du contraire, depuis que lui a démontré le désir de pouvoir défaire la coalition, il n'y a aucun mouvement n'a suivi.
nécessairement nous devions voir une communication de ces décaches, se détachant de la coalition majoritaire existentielle qui est FCC Cash, pour que cela puisse donner l'information au chef de l'État qui est l'arbitre de pouvoir constater que la majorité n'existe pas. Alors Tchibin, je vous ai vu ouvrir la Constitution. Premièrement, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Phocas. Pensez-vous que le Premier ministre Ilunga Kamba a pu contresigner l'acte nommant l'informateur, puisque tous les actes sont contresignés par le Premier ministre? Ça, c'est un. Et puis de deux, et si après que l'informateur ait fait son travail et que l'informateur constate que le FCC garde toujours la majorité, que va-t-il se passer? Merci beaucoup, très chers compatriotes. Je vais répondre à ces deux questions. Mais avant de répondre à ces deux questions... Je sais que vous allez... Je vais rencontrer mon frère Phocas sur base des principes et des textes. Parce que quand je suis en face de lui, j'aime bien qu'on parle de textes. Phocas a défini la crise. Cette crise qu'elle on parle dans la Constitution. Et cette crise consiste ou oppose le gouvernement et l'Assemblée nationale. Mais quand il va plus loin, il dit que le chef de l'État, n'ayant pas, ou la notion de crise, cette crise, n'ayant pas une définition claire dans notre Constitution, il s'est greffé à ces faits que quand les juges ont prêté serment, le membre du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale avaient brillé par leur absence, l'absence justifiée par l'article 28 de la Constitution. On peut considérer cela comme une crise. Mais je sais que ceux qui ont mis sur pied le discours du chef de l'État, ceux qui ont écrit ce discours, ont permis à chef de l'État de dire certaines choses qu'il ne pouvait pas dire. Ici, je vais prendre le cas que Phocas a cité. Si on s'accroche à ce que le chef de l'État a dit et à ce que Phocas veut coller au chef de l'État, parce qu'on peut faire un rapprochement frauduleux, parce que sur le plan constitutionnel, on ne peut pas retrouver cela. Mais on peut évoluer dans ce sens. Par principe, dans notre système politique, au sommet du pouvoir exécutif, il y a une dualité. Cette dualité, on retrouve le président de la République et le Premier ministre comme membres du pouvoir exécutif. Mais la même constitution, c'est là où je vous retrouve, et je retrouve votre question quand vous parlez des contreseins. Oui. La même constitution, quand vous prenez les articles 90 et 91, établit le Premier ministre ou consacre le Premier ministre comme le vrai patron du pouvoir exécutif. Parce qu'il établit d'abord les domaines de collaboration qui existent entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et le chef de l'État. Mais aussi, la Constitution définit ces matières de collaboration entre le chef de l'État et le Premier ministre, mais elle définit aussi les matières dont dispose le gouvernement et le Premier ministre. On impose aussi plus loin, pour une certaine stabilité et pour une certaine question d'équilibre institutionnel, la notion du contreseing, que certains documents du chef de l'État soient contresignés par le Premier ministre, parce que c'est lui qui endosse la responsabilité de ces actes pris par le chef de l'État devant le Parlement, et c'est lui qui porte cette casquette, qui répond et qui exécute ces décisions. Si ce n'est pas ces principes-là, et que ceux qui ont rédigé les discours du chef de l'État se sont accrochés, ils comprendront qu'ils sont à côté de la plaque. Parce que la crise dont on parle ici ne s'agit pas d'une crise de prestation de serment de juges
que le membre du bureau devait prendre part et que le chef de l'État serait un membre du gouvernement. Alors qu'ici, le vrai patron du gouvernement a été établi par la Constitution, c'est le Premier ministre. C'est la crise entre les gouvernements et les parlements. Et le vrai patron du gouvernement, c'est le Premier ministre, ce n'est pas le chef de l'État. Ça, c'est une précision de détail. Maintenant, on peut évoluer. Quand mon frère Phocas veut me pousser à accepter que nous avions volé la Constitution, je peux apprêter ces mots. Que nous sommes ceux qui ont violé la Constitution, on peut accepter. Mais si le FCC a violé la Constitution hier, et que ceux qui nous chantent matin, midi, soir, la chanson de l'état des droits, comme Ave Maria, n'ont pas droit de violer la Constitution. Si ceux-là qui sont sortis dans la rue, croyant que le FCC violait la Constitution, aujourd'hui ils sont au pouvoir, ils doivent prêcher par l'exemple, en respectant d'abord la Constitution qui est la loi fondamentale et toutes les lois organiques et spécifiques qui règlent la vie de la nation dans notre pays. Mais maintenant, lui-même a posé la question que le chef de l'État a le droit de nommer un informateur, selon lui. Mais quand il réfléchit plus loin, il dit le document nommant l'informateur doit être contresigné par le Premier ministre. Mais vous comprenez que nous sommes dans une logique en dehors des textes, en dehors de principes juridiques et politiques. Parce que quand je vous prends, par exemple, l'article, je crois, 79, qui dit que le conseil des ministres est présidé par le chef de l'État, convoqué, présidé par le chef de l'État. Mais en cas d'empêchement, celui-ci délègue le pouvoir au Premier ministre. Vous avez vu, le chef de l'État était très occupé à faire les consultations présidentielles. Mais le chef de l'État n'a jamais délégué le pouvoir au Premier ministre de continuer l'action gouvernementale. Parce que le grande décision du gouvernement se discute, se traite en conseil des ministres. Du fait pour le chef de l'État d'avoir bloqué cette machine gouvernementale qui permet au gouvernement de travailler, c'est une violation de la Constitution. Et on n'en parle pas. Alors, et on ne veut pas faire allusion à ça. Mais quid du contre-saint si le chef de l'État signerait une ordonnance nommant le fameux informateur qui aura pour mission de faire la réqualification de la majorité. Qui signera, c'est où qui va apposer les contre-saints sur ces documents. Nous nous demandons, et nous nous posons beaucoup de questions, oui. Et nous disons à nos frères du cash de faire les choses proprement. Les textes sont faits pour être appliqués. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir une exécution sélective des articles de la Constitution. Selon où ces articles vous plaisent, ou selon ces articles sont à votre avantage, vous voulez que les gens puissent s'accrocher à ces articles. Et si on évoque les autres articles qui vous mettent mal à l'aise, vous ne voulez pas qu'on en parle. Et cette manière-là ne permet pas à la société et à tous ceux qui sont désignés comme animateurs à la tête de ces institutions de jouer leur rôle et que pour l'intérêt de la République, les choses puissent évoluer. Alors, vous allez prendre la parole chacun pour la dernière fois parce que nous sommes... Oui, je gagne le temps alors pour que je puisse économiser. Allez-y rencontrer... Vous savez, il vient de démontrer encore une fois cette turpitude de vouloir démontrer les intérêts sélectifs des uns et des autres quant aux violations. Je vous dis que quand Félix viole, selon leur démonstration, la nomination des juges de la Cour constitutionnelle, il y a une action en justice pour l'interprétation de la disposition de l'article 158 par l'Assemblée qui est nommée le Sénat pour démontrer l'intérêt qu'il y a autour de l'enjeu de la Cour constitutionnelle. Mais il vous démontre encore une violation. Mais qu'il ne présente pas d'intérêt pour attaquer les chefs de l'État auprès des cours et tribunaux pour avoir bloqué le Conseil des ministres.
Donc, et là, ils sont sélectifs. Selon les intérêts qu'ils ont. Ils choisissent seulement par rapport aux intérêts. Quelle violation nous intéresse, quelle violation nous bloque, quelle violation nous gêne, si nous sommes dans l'ère logique. Parce que pour la Cour constitutionnelle, l'enjeu est majeur. 2023, il faut mordicus casser la baraque. Puisqu'on parle de députés. Mais pour les blocages de ce que l'on appelle Conseil des ministres, ils n'ont pas la latitude. Ils ne font que dénoncer, mais ils ne veulent pas rester en justice. Or, et pourtant, ils sont détenteurs d'une majorité, et le Premier ministre est l'élève qui doit nécessairement bénéficier de cette délégation pour que le Conseil des ministres soit de mise. Une instance décisionnelle du haut sommet pour la gestion de la République. Ça ne les intéresse pas. Mais ce qui les intéresse, c'est la Cour constitutionnelle pour 2023. Parce que c'est là que tout va se jouer. Voilà. C'est ça la nature de la crise que nous avons. Une crise voulue. Les intérêts. Des positionnements pour 2023. Mais à quel moment tu as vu Cash dans la rue et FCC dans la rue? C'est quand on a parlé Seni Malonda. Dans l'agitation, c'est seulement pour 2023. Mais je suis en train de vous présenter des cas palpables, réels, vrais, démontables, communicables. C'est ça la démonstration. Ce n'est que quand on a parlé de la CENI avec Malonda que vous aviez vu Cash dans la rue et vous aviez vu aussi l'FCC dans la rue. Cour constitutionnelle. Mais quand on a touché la Cour constitutionnelle, alors il fallait casser la baraque. L'enjeu c'est autour de ces deux éléments. Et ces deux éléments sont des éléments qui disent les élections. Effectivement, ils ont compris. La crise économique n'est pas favorable ni au Cash, ni au FCC pour donner des politiques publiques afin de résoudre des situations des citoyens qui leur porteraient encore au sommet de l'État. En tout ça, où est l'intérêt de la population? Non, ça ne retrouve pas. C'est pourquoi je vous dis qu'ici, la crise est voulue, une crise de positionnement. Les uns diabolisent les autres dans la violation des textes et les autres diabolisent les autres dans ce qu'on appelle les blocages. Mais en réalité, s'il y a blocage, moi je ne vois pas. Mais s'il y a violation, je vois. Mais ceux qui sont aux manettes ne s'intéressent qu'aux violations stratégiques qui généraient 2023 pour leur intérêt. C'est ça au fait la guerre. C'est ça au fait la crise. Mais ici, pour nommer l'informateur, je vous rassure que le Parlement est une machine qui s'agite à tout moment. Et il y a nécessité. Mais la problématique avec l'œil scientifique voudrait qu'on ait réellement une information qu'une majorité a été effritée. Et les éléments doivent être des éléments palpables. Parce que le chef de l'État, ne faisant pas partie de cet appareil-là, le Parlement, lui, comme arbitre, il doit avoir une information. Mais qu'est-ce qui lui soutient pour parler de l'effritement de la majorité? C'est ça le problème. Or, l'élément qui pouvait lui permettre, c'est que le détachement du Cash dans cette ancienne majorité qui s'appellerait FCC Cash, c'est la chose que Cash ne veut aussi pas. Donc on dirait qu'ils sont en train de vouloir et le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Comment vous ne voulez plus appartenir à une coalition? Mais au sein de l'hémicycle, là où cette coalition existe, vous ne faites aucun effort pour les défaire. Or, c'est une communication tout simplement pour que le bureau puisse prendre acte, afin que cela donne de l'information au président de la République qui n'est qu'un arbitre des institutions, pour se rendre compte effectivement que tel à la majorité. Tel à la majorité. Ici, et les Cash bloquent le président de la République. Et les FCC. Et les FCC aussi bloquent les chefs de l'État. Et le chef de l'État est obligé de créer une nouvelle. Il crée son information. Il dit que la majorité s'est effritée. Mais comment il a appris ça? Comment il a appris? Quel est l'élément dénonciateur de cet effritement? C'est une hypothèse qu'il veut confirmer ou infirmer après la vérification mais ici, le chef de l'État est prudent. Parce que je vais
vous annoncez une théorie qui confirme qu'au niveau de l'Assemblée nationale actuelle, il y a 3 coalitions existentielles. C'est la coalition rigide, majoritaire qui s'appelle FCC, Oui. et il y a encore une coalition qui s'appelle la coalition quasi-majoritaire, c'est-à-dire la présence du cash qui se greffa au FCC. Ça, c'est une coalition existentielle. Et il y a encore une coalition qui est la coalition soutien à la majorité, donc la présence telle que des Bahati et consorts. Ils sont là dans une configuration des 3 coalitions. Alors l'informateur qui viendra travailler au sein du Parlement, il doit se retrouver dans les 3 cas de figure. À un moment donné, il est possible qu'il trouve qu'il y a une coalition majoritaire qui existerait, qui s'appelle FCC. Et dans ce cas de figure, le chef de l'État prend déjà des dispositions. Il trouve que si nous allons nous retrouver dans ces cas de figure, alors je vais dissoudre le Parlement. Parce que l'informateur m'amènera dans une logique de me démontrer qu'il y a une coalition majoritaire qui n'est pas favorablement, qui s'appelle Alors, FCC. vous devez chuter parce qu'on nous fait... Alors, pour que nous- chuter, je suis en train de faire constater cette classe politique. Oui. Je regrette. Parce que aujourd'hui, le cash est trop chargé, justement pour des raisons d'essai passif de 18 ans. C'est pourquoi on lui fait chanter les blocages. Et cela est consommé dans l'opinion par le fait de la mauvaise gestion des 18 ans. Mais en réalité, pour ces 2 ans d'exécution des politiques publiques, nous n'avons pas vu cash Alors, bloquer les chefs de ben, l'État. vous devez Mais on utilise cet Le argument. FCC, c'est pas Voilà, le cash. voilà, oui, on utilise cet argument pour affaiblir FCC à cause de ses passifs. Alors, et les violations s'il vous sont plaît, des violations laissez vraies. quand même à Tibin mais aussi le voilà. temps de parler pour terminer. Je Merci sais que beaucoup. vous, il y a la C'est matière. pas- Merci beaucoup. Il ne fatigue jamais. Allez-y, Merci beaucoup. pour conclure l'émission, allez-y, vous avez la parole. Pour conclure l'émission, je vais aborder dans le même sens que mon frère Focas la notion du blocage. Dans la rue, c'est le FCC qui bloque. Partout, c'est le FCC qui bloque. Mais je suis dans une réflexion de faits, parce que les faits sont têtus. Je vais vous donner quelques faits pour vous montrer que le FCC n'a jamais bloqué les chefs de l'État, moi encore les cache. Et même si je me mettais dans la peau de Focas, les politologues, la réflexion, quand on parle de la notion de blocage, devait être en termes de projet, devait être en termes de proposition de loi. Qu'est-ce que le CACH nous a proposé comme proposition de loi que le FCC a bloqué? 0. Qu'est-ce que le CACH nous a proposé comme projet sociétal que le FCC a bloqué? 0. Même le fameux projet ou le fameux programme de 100 jours, programme d'échange des chefs de l'État, est un projet à Joseph Kabila. Ah bon? Ah oui, qui était aux études. Les maisons préfabriquées, les sauts de moutons et tout ça, c'était des projets laissés dans le placard par Joseph Kabila, des projets aux études, que les CACH a mis en musique. Non, mais il n'y a pas eu amélioration d'après vous. Amélioration ou pas, ce sont des projets laissés par Joseph Kabila. Vous avez suivi le procès, Bitakura l'a témoigné. Malgré aujourd'hui qu'il a changé de casquette, c'est un vagabond politique, un élément absorbant. Quand il change de politique, les FCC Non, ne l'aiment il avait témoigné que ce projet était aux études au niveau de son ministère et dans certains ministères. Là, il n'y a pas blocage. Quand les CACH prend un projet laissé par Kabila et qu'ils ont mal exécuté, il n'y a pas blocage. Il y avait blocage parce que Sélé avait bloqué le déboursement des certains Je vais vous fonds. donner des preuves. Quand le chef de l'État effectue tout au plus 60 ou 59 voyages, Sélé n'a jamais bloqué l'argent pour que le chef de l'État voyage. Quand le chef de l'État trouve le cabinet de Joseph Kabila avec 300 ou 250 personnes, et que le chef de l'État fait passer son cabinet de 350 personnes à 1100 personnes, Sélé n'a jamais bloqué. Quand le chef de l'État s'arrange avec son directeur de cabinet, parce que le directeur de cabinet l'avait avoué lors du procès, qu'ils ont quadruplé les salaires des conseillers à la présidence de la République, Sélé n'avait jamais bloqué quelque chose en termes de paiement. Quand le chef de l'État met sur pied 6 agences, agence de lutte contre le réchauffement climatique, agence de lutte contre la corruption, agence,
Cela n'a jamais bloqué l'argent pour le frais de fonctionnement de ces agences. Quand le chef de l'État fait dans son cabinet 100 personnes, élève ces gens-là au rang de ministre, sans conseiller, qui ont le rang de ministre, et les avantages et les émoluments, cela n'a jamais bloqué le paiement. Mais Kabila a aussi nommé les conseillers spéciaux. Je vais y arriver. Hein, il nommait, on en faisait pas un problème. Quand le chef de l'État prend un échantillon de tout au plus 350 ou 250 personnes qui auraient rang de vice-ministre dans son cabinet, cela n'a jamais bloqué. Maintenant, la différence avec Kabila, c'est quoi? Kabila, pendant 18 ans, Kabila n'a eu que 3 conseillers spéciaux et 11 conseillers principaux. Voilà la différence avec Kabila. Aujourd'hui, le chef de l'État a combien de conseillers spéciaux? Combien de conseillers principaux? Parlons maintenant des blocages. Le vrai blocage, oui, quand le ministre des Finances et le Premier ministre, mais aussi le vice-premier ministre et le ministre du Budget, travaillent pour la mobilisation interne en termes de recettes vers la frontière, parce que vous savez que nous sommes une économie extravertie. Nous vivons des importations, nous vivons de la douane à la frontière. Ils vont en Kasumbalé, ça. Le ministre des Finances est bloqué par une bande de militants de l'UDPS, dont Tabati Chouaka. On n'a jamais condamné. C'est le vrai blocage. Maintenant, le vrai blocage est où? Quand Kabila au pouvoir, José Makila, vice-premier ministre, font une commande de bis des Transco, et que Kabila part, en vertu du principe de continuité du pouvoir, ces bis arrivent aujourd'hui, le FCC n'a pas bloqué. Alors, nous allons... Donc, mon souhait était que je sois en face, oui, de quelqu'un de l'UDPS qui me donne ne fût-ce qu'une preuve du blocage, voilà, du FCC. Nous allons Il serait intéressant que ceux qui nous suivent à la maison puissent avoir ne fût-ce que la moindre preuve où le FCC a bloqué quelque chose. Il n'y a rien. Tout ce que nos frères du cash veulent faire quoi? Ils veulent faire comprendre à la population qu'ils sont des amateurs, ils sont des incompétents, ils veulent justifier leur incompétence et amateurisme sur le dos du FCC. Mais malheureusement, la population a compris que ces gens qui nous jouent aujourd'hui, d'ailleurs le chef de l'État a reconnu cela, que durant 2 ans, ils n'ont rien fait. Alors, et qu'à peine qu'ils s'allumaient Banda, les gens qui sont... oui, c'est les chefs de l'État. Cette semaine, nous allons présenter tous les jours jusqu'au vendredi. Le vendredi, vous allez revenir. Nous allons faire appel non seulement à quelqu'un du ministère de la Santé, avec plaisir, pour essayer d'approfondir ce sujet. Tous les documents sont là. Voilà. Vous pouvez même polycopier. Nous allons le faire et nous allons appeler un représentant, soit un communicateur du ministère de la Santé, pour parler de ces sujets, pour que nous restions neutres, parce que la neutralité exige. Voilà, merci. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation face à face que les téléspectateurs ont certainement aimé à la maison. Je vous retrouve demain avec d'autres invités avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.